Bonjour à tous. L'hypnothérapie, comme les pratiques de réalité virtuelle, ont en commun de proposer à une personne une immersion particulière dans ce que l'on appelle un état de transe. Pour dire les choses un peu simplement, une transe, c'est un état de conscience modifié dans lequel la personne va basculer un peu soudainement et qui va mobiliser notamment toute sa sensorialité, son imaginaire et aussi toute une dimension relationnelle qui va se trouver à la fois ressentie et également prise dans une dynamique qui est tout à fait singulière par rapport aux situations dans lesquelles l'un de ces deux dispositifs n'est pas employé. Il était donc tout à fait normal finalement de se poser la question de savoir si ces deux pratiques, utilisant des états de transe, ne pourraient pas être couplées pour le bienfait des patients. Et c'est notamment cette interrogation, quels sont les bénéfices thérapeutiques, comment ils se construisent, comment sont-ils appuyés dans une démarche clinique plus vaste, que nous explorons avec Pierre-Henri Garnier dans le cadre de cet ouvrage qui vous est proposé. Je vous en souhaite donc une bonne lecture et à bientôt sur les chemins de la transe, de la réalité virtuelle et de la façon dont l'hypnose vient réanimer toute cette dimension-là. Tout d'abord, l'idée, c'est de présenter, en lien avec cet article de l'ouvrage, c'est toute cette pratique autour de la psychothérapie et notamment dans le cadre de l'utilisation de l'hypnose thérapeutique. Et peut-être présenter l'idée que la pratique de la psychothérapie, dans le cadre où je travaille, notamment à côté de Nantes, à Rezé, dans un centre de thérapie qui s'appelle le City 44, et on travaille, on intègre en fait les nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle. Alors comment on les intègre? Simplement, on les intègre directement dans nos séances classiques. Donc, en fonction des besoins, des attentes, de ce qui peut être nécessaire dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment un outil parmi tant d'autres. Faut imaginer dans le bureau comme une boîte à outils avec différentes médiations, des crayons, des papiers, de la peinture et aussi le casque de réalité virtuelle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on expérimente et on intègre en fonction des besoins pour que ce soit le plus fluide possible en fait. Donc on travaille principalement autour de cette pratique de l'hypnose thérapeutique, donc qui est conçue pour nous comme un travail d'artisan. C'est-à-dire, il faut bien imaginer qu'on n'est pas du tout dans l'idée de protocoliser notre pratique, on est plutôt dans l'idée de trouver une démarche, une démarche centrée sur le patient et sur cette idée d'inconscient et de sensorialité. Donc le travail que l'on propose est d'utiliser la réalité virtuelle pour faciliter en fait cet apprentissage sensoriel. Donc c'est vraiment un travail, on pourrait dire, d'artisan et de co-création avec le patient. Et on utilise ces casques-là, je vais vous montrer, ces casques-là, les casques grand public, mais surtout des casques qui sont sans fil, autonomes, et qui permettent là toujours d'être dans la fluidité de l'expérience et de ne pas être bloqué sur le plan ergonomique par la technologie. Donc, au centre de notre approche, c'est finalement la relation et d'aller chercher la signification et le sens et la sensorialité associée au sens. Ce travail de co-création est guidé par notamment le concept de transe hypnotique. Donc c'est l'idée tout simplement de pouvoir explorer à l'intérieur de soi son univers sensoriel et de faciliter par la technologie, par la réalité virtuelle notamment, l'installation d'une intention thérapeutique. Il faut imaginer le cabinet et on démarre la séance par un échange de classique, par l'anamnèse, et puis
par définir un objectif qui va favoriser la mise en place de tout un réseau, tout un contexte relationnel centré sur cet objectif et l'alliance thérapeutique. Et c'est une fois que l'on a cette alliance et ce contexte de sécurité que les médiations peuvent être le plus pertinentes. Il est hors de question pour nous de démarrer directement par la mise en place d'un casque immersif de réalité virtuelle. Donc ça vient au fil de l'eau en fonction des échanges et on voit que ça intéresse, ça interpelle le patient et qu'il y a quelque chose autour de l'amusement du jeu et de l'amusement thérapeutique. Parce que dans nos pratiques, cette sensation de jeu, d'amusement, elle est associée à des émotions de joie et elle est thérapeutique en soi, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir proposer ce cadre-là autour, on pourrait dire, d'une intention globale qui est thérapeutique et qui peut se décliner autour de 5 ingrédients ou 5 intentions. La première, c'est de poser ce contexte comme un réseau relationnel, de pouvoir mettre en scène avec le patient cette relation au travers de la rencontre, mais aussi des objets. On en parle dans l'article, mais comment il y a tout ce travail de préparation, de pouvoir parler avec le patient aussi de ses représentations qu'il a, de ses casques de réalité virtuelle, ce qu'il en pense, et de repérer notamment les attentes, les croyances, et peut-être même d'utiliser aussi l'effet un petit peu hypnotique naturel de la technologie. Donc on est dans cette première intention, je dirais, voilà, le premier fil du tissage de l'apprentissage sensoriel, c'est de mettre en place cette mise en scène d'un contexte, un réseau, on pourrait dire, cyberculturel entre l'humain et le non-humain, pour faciliter l'alliance et définir un objectif de travail sur lequel on va pouvoir se centrer. Donc ça peut être un objectif autour de l'anxiété, autour de la douleur aussi, autour des émotions. Mais l'idée, c'est de bien fixer un objectif et même de le formuler parfois en presque comme un objectif pédagogique. C'est-à-dire qu'on va concevoir que l'on parle au corps et à l'inconscient et de pouvoir formuler un objectif en termes d'apprentissage, d'être capable de ressentir par exemple la fluidité, la légèreté, la fierté, la confiance en soi. Donc plusieurs sensations qui sont quelque part assez abstraites au début, intangibles. Et justement, la réalité virtuelle, les technologies vont nous aider un petit peu paradoxalement à incarner ça, à le rendre tangible. Donc pour moi, pour les collègues aussi, c'est vraiment un des atouts et importants de la réalité virtuelle, c'est que ça permet de rendre un petit peu visible l'invisible, tangible l'intangible, et donc de créer des supports, des sculptures par exemple, des sculptures en réalité virtuelle qui représentent la confiance en soi ou telle énergie ou telle ressource, et de pouvoir presque les incarner, de jouer avec, de s'amuser, je redis au sens du play de Winnicott, donc c'est vraiment dans cette idée-là. Le deuxième ingrédient, c'est l'intention de susciter une exploration intérieure. Donc l'hypnose est quelque chose, peut-être par rapport à la méditation, de plus actif à ce niveau-là, où on a une intention d'explorer. On dialogue avec un personnage qui est l'inconscient et on lui demande d'explorer, on lui propose d'explorer quoi ? Des images, des sons, des odeurs, des parfums, des sensations kinesthésiques. Donc on est autour de cette sensorialité, et la réalité virtuelle permet là aussi, pour nous dans notre pratique, de l'étendre. Donc on est dans cette
réalité construite, ressentie, étendue, tout en étant bel et bien incarné, c'est-à-dire qu'on prend le temps dans la pratique d'aller au-delà du récréatif et de l'activité VR, c'est de s'arrêter, de prendre le temps aussi de suggérer de fermer les yeux pendant l'expérience, dans le casque, de pouvoir fermer les yeux, de ressentir, que le patient prenne bien le temps d'incarner, de ressentir dans son corps primaire, on pourrait dire, ou je ne dis pas réel parce que voilà, on est au-delà de cette dichotomie entre réel et virtuel, quoi. On est vraiment dans l'idée que le virtuel est incarné dans le corps, dans le travail qu'on fait au City. Donc, l'intention d'explorer, c'est finalement la transe hypnotique qui nous permet de ça, la transe au sens de voyage, de transiter, de suggérer des modifications de perception. C'est plus un processus pour nous, la transe, qu'un état modifié de conscience. C'est plus un mouvement à accompagner, qui est naturel, qui est biologique, mais qui est facilité par tout ce contexte. Donc, je disais en un, le contexte, le réseau, qui permet de faire coémerger la sensation d'exploration, de voyage, d'être ici et ailleurs, de se sentir présent finalement dans le corps, dans cet ailleurs. Le troisième point, c'est tout simplement par la narration, par les métaphores, de pouvoir avoir une intention d'activer l'imaginaire. Mais c'est un imaginaire comme un imaginaire, on dit inactif, c'est-à-dire c'est pas forcément des représentations que cognitives, c'est vraiment des sensations et de pouvoir imaginer des représentations en mouvement, des représentations incarnées. Par exemple, la représentation de la fluidité, ça peut se décliner par simplement un geste, une couleur, des variations de couleurs, un son. Donc, on est dans cet imaginaire, on pourrait dire, très, très sensoriel. Alors, peut-être préciser ce quatrième fil qui se décline, hein, que l'on montre dans l'article, qui est autour de la suggestion. On a l'intention de suggérer. Alors bien évidemment, ce n'est pas vouloir convaincre, hein, c'est en accord dans l'alliance qu'on a définie en amont, en fonction des attentes, des objectifs, des besoins en fait, des besoins fondamentaux de la personne. On va suggérer, comme si on parlait à un personnage culturel qui est l'inconscient, hein, dans notre approche, et on y croit, on est dans cette croyance qu'il est là, que l'inconscient, une croyance très utile qu'on construit, mais ça ne nous empêche pas d'être vraiment en relation avec cet acteur réseau, on pourrait dire en anthropologie symétrique, comme une entité. On est en lien avec l'inconscient et on lui fait des suggestions plutôt indirectes, et notamment là encore, la réalité virtuelle a cet intérêt que par une image, par une métaphore, par une scène, par un objet, eh bien, on véhicule en fait un message. Et on n'a même pas besoin de le souligner par le verbal. Sur un mode iconique en 3D, sur un mode énactif, donc sensoriel, le message s'adresse directement dans l'action au corps.
Vous voyez, on n'est pas dans un processus, je dirais, d'élaboration véritablement intellectuelle. L'intelligence qui nous intéresse dans ces pratiques, c'est, on pourrait dire, l'intelligence sensorielle du corps. Et si le corps avait cette intelligence adaptative, alors plus qu'adaptative, on est dans l'idée, nous, d'ajustement créatif aux difficultés de la vie. Et qu'il y a quelque chose qui de naturel, qui peut être mobilisé dans la psychothérapie, qui permet toutes ces ressources, comme une base de données, de connaissances, d'apprentissage que l'on a en nous, qui serait l'inconscient, et qui permet de se décaler par rapport à une difficulté, de la voir sous un autre angle, d'ouvrir le panorama et de pouvoir tout simplement vivre une vie possible, malgré une contrainte de vie, une douleur, une maladie, des symptômes, et de pouvoir, par ce biais-là, être véritablement dans une définition du thérapeutique qui s'éloigne de la simple guérison, hein. C'est de donner du sens et du sensoriel, de pouvoir faire circuler la vie au-delà de cette limitation, en fait. Et puis le cinquième point, c'est vraiment l'intention de parler au corporel, à la sensorialité, la corporéité, et presque, on la conçoit, moi en tout cas je la conçois aujourd'hui, comme un corps virtuel qui n'est pas dissocié du corps primaire, hein, du corps, on a envie de dire réel, mais c'est pas ça, c'est justement du corps actuel, on pourrait dire, pour voir le virtuel comme un continuum entre l'actuel et le potentiel. Donc c'est une sorte de sensorialité potentielle auquel on peut accéder et qui permet par exemple de ressentir la fluidité, même si on est, je ne sais pas, hospitalisé depuis 3 mois dans un service, par cet imaginaire qui devient incarné, qui devient sensoriel, on peut s'identifier à une goutte d'eau, à cette fluidité ou la légèreté ou toute autre sensation utile, qui vont dépendre donc de l'objectif qu'on aura fixé avant. Voilà ces 5 dimensions. Donc là, petit clin d'œil à Frédéric et aux gants. On a bien 5 ingrédients, dirait mon collègue Antoine Bioy. 5 ingrédients, 5 fils. Et c'est de manière, on dit, hologrammatique, c'est-à-dire que le tout est dans la partie est dans le tout. À travers une métaphore, un objet 3D, on va pouvoir tisser de la relation. On va pouvoir tirer de la sensation et de cette création, par exemple une sculpture que l'on peut faire en réalité virtuelle. Je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo comment utiliser par exemple un logiciel comme Tiltbrush qui permet de sculpter en réalité virtuelle, d'agrandir, de rétrécir, de pouvoir changer de point de vue. Et on joue avec cette création pour aller chercher la sensation et la socialisation. Merci beaucoup Antoine Bioy et Pierre-Henri Garnier pour votre éclairage. Vous pourrez retrouver leur chapitre dans le livre « Pratiquer les cyberpsychothérapies », chapitre 12 « Réalité virtuelle et hypnothérapie ». Et on se retrouve bientôt sur Psy Connexion.